Cela ne date pas d'hier, mais depuis quelques années, dans de nombreux pays africains, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un divorce presque total avec l'ex-colonisateur, mais aussi parfois pour plébisciter de nouveaux partenaires à l'instar de la Chine, la Turquie, l'Iran ou encore le plus populaire de ces dernières années, la Russie. Des images de drapeaux russes brandis le long des rues des capitales et des campagnes africaines, ceux français brûlés et des pancartes comme celle-ci sont de plus en plus récurrentes et familières au fur et à mesure que les procédures de divorce sont entamées ou actées. Cela a notamment été observé en RCA, au Mali ou encore au Burkina Faso, pour ne citer que ces pays-là. Et puisque nous sommes sur la chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée de leur réalité, je vous propose de décortiquer ces relations qui se détériorent de plus en plus d'un côté et se solidifient ou s'intensifient de plus en plus de l'autre afin de pouvoir répondre à cette question que nous taraude un peu tous l'esprit. Sommes-nous en train de tendre le bâton à un autre maître ou sommes-nous vraiment dans un processus d'affranchissement total? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. On a l'impression depuis quelques années qu'une détestation des ex-puissances coloniales et de l'Occident de manière générale est en train de naître en Afrique. Pourtant, ce ressentiment a toujours existé, il a perduré et aujourd'hui il a juste trouvé une terre fertile pour pouvoir s'exprimer. Pendant longtemps, on a manqué d'hommes courageux capables de porter et de libérer les frustrations de nos peuples et donc de dénoncer les agissements des ex et des néocolons. Ce fameux sentiment anti-français que l'Occident a pris l'habitude d'attribuer aux usines de la politique russe est en réalité très complexe et multifactoriel. Il tire ses racines dans notre passé tumultueux avec l'Occident et en l'occurrence ici, dans notre passé avec la France. Ici, le chef de village Sikali Ouattara a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Rentrons un peu en 1954, lorsqu'après 8 ans de lutte acharnée contre un colon qui exploite plus qu'il ne développe, qui maltraite et surtout déroge à ses propres principes, le Viet Minh a raison d'une ex-puissance coloniale. La déculottée des troupes françaises qui quittent de manière éhontée l'Indochine a un effet domino car ensuite la France va perdre ses comptoirs aux Indes et ces défaites auront un écho dans l'ensemble de l'Empire. Partout sur les territoires colonisés, les mouvements nationalistes qui avaient pris naissance dans les années 30 s'intensifient. Mais la métropole va comme à son accoutumée les réprimer, parfois dans le sang. Ces mouvements qui ne font que réclamer la fin des injustices, la fin des mensonges et dans le pire des cas, le divorce avec la France. C'est le cas à Madagascar, colonisé par les Français un demi-siècle plus tôt. La population dénonce la brutalité des autorités coloniales. Le mouvement démocratique de la rénovation malgache, fondé par Joseph Ravouange et Joseph Razette, 2 députés français, revendique davantage de liberté. Sans succès. La tension monte. Pour mater la révolte, des soldats marocains, comoriens et des tirailleurs sénégalais débarquent à Madagascar. Leur mission, pacifier le territoire coûte que coûte. La reconquête militaire de l'île se veut exemplaire. Comme à Sétif, la terreur est de mise. Sauvez-vous! Les Français arrivent pour attaquer le village. Ils vont tout incendier. On a tout emmené. On était avec les enfants et on est allé dans la forêt. Les parents mettaient leurs mains sur la bouche des enfants ou bien ils les nourrissaient pour les empêcher de pleurer, pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Une véritable guerre s'engage. Des soldats surgissent dans le village de Moramanga et l'incendie.
des dizaines de prisonniers sont traînés en pleine forêt et abattus. Un haut fonctionnaire qualifie l'événement d'Oradour malgache. Terrible parallèle avec le massacre nazi commis dans le Limousin en juin 1944. Ils brûlaient les maisons. Ils tiraient sur les gens. Ils tiraient sur leurs troupeaux. On a beaucoup souffert. Un journaliste de France Soir raconte. En 3 jours, des milliers d'indigènes sont tués. Des prisonniers malgaches sont chargés en avion et lâchés vivants au-dessus des villages dissidents, comme bombes démonstratives. La leçon est claire. Les révoltes contre la France ne l'emportent jamais. Mais, à un moment donné, la France doit se rendre à l'évidence après les révoltes à Madagascar et en Algérie que le cours de l'histoire est implacable. L'heure de la séparation est arrivée. Mais trop attachée à ce que peut lui rapporter ces territoires en termes de richesse et dans un contexte de guerre froide, elle doit préserver toute son influence en Afrique. C'est dans cette lancée qu'elle va instituer une communauté dénommée France-Afrique qui sera bien sûr sous férule française. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même. Elle va tout faire pour sauvegarder ses intérêts politico-économiques dans les anciennes colonies en établissant par exemple de nombreux contrats léonins avec les jeunes États, en implantant des bases militaires un peu partout et en plaçant à la tête des jeunes États des gens qui jouent le jeu qu'elle impose et en éliminant ceux qui s'y opposent, comme ce fut le cas de Oumniobé et des leaders de l'UPC au Cameroun. Proche du Parti communiste, l'UPC représente tout ce que la France abhorre. Une sorte de Viet Minh africain qu'il faut anéantir. Le haut commissaire au Cameroun, Pierre Messmer, exclut de négocier avec les Rouges. Ancien de la France libre, ce baroudeur a combattu en Indochine. Traumatisé par la défaite, il n'a qu'un but, détruire l'UPC et neutraliser son chef. Ruben Oumniobé devient l'homme à abattre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Oumniobé est abattu. Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'on tue Oumniobé, son corps est traîné sur des kilomètres pour le défigurer. Il pleuvait ce samedi. Et donc, ils l'ont traîné dans la boue, le visage défiguré, tuméfié. C'est à peine s'il est habillé. Il faut montrer que cet homme, il a été défait. La guerre froide permet bien des arrangements. Pour éviter la propagation du communisme, l'OTAN charge la France de devenir le gendarme de l'Afrique. C'est Jacques Foccart, ancien de la France libre et proche du général, qui gère cette France-Afrique, comme on l'appellera désormais. Sa mission, soutenir les pouvoirs qui jouent le jeu de l'amitié franco-africaine et neutraliser les récalcitrants. Ainsi, en novembre 1960, le Camerounais Félix Moumié, nouveau leader de l'UPC, est assassiné par William Bechtel, membre des services secrets français. Fidèle à la France, le président Ahidjo n'a plus rien à craindre de l'opposition. Il restera au pouvoir pendant 22 ans. Au Togo, le président Sylvanus Olympio voulait se passer de l'ancienne puissance coloniale. Il est éliminé dans des circonstances troubles. La France interviendra militairement plus d'une vingtaine de fois dans les années 60 et 70 pour faire et défaire les dirigeants africains et assurer la stabilité de ses intérêts. Par ses manigances et son ubiquité anachronique, la France étouffe les peuples africains en maintenant latente leur frustration. Elle n'a jamais vraiment permis aux populations africaines de faire le deuil de la colonisation car ils ne se sont jamais réellement sentis souverains chez eux.
Or, ailleurs, là où elle a dû se retirer de manière totale, les gens ont pu faire le deuil de leur passé colonial et passer à autre chose. Est-ce que j'ai de la haine contre les Français? Non. Je n'éprouve aucune haine envers les Français. Mais j'étais contre leur régime de domination. On se battait contre un ennemi, contre l'impérialisme. On ne se battait pas contre le peuple français. Alors, si les populations africaines se comportent aujourd'hui comme celles d'Indochine en 1950, c'est parce que la France n'est jamais réellement partie. Si elle dit nous avoir accordé la liberté, on a compris à nos dépens que la liberté ne s'accorde pas, elle s'arrache. Pendant tout ce temps, elle a conservé son influence sur nos États et a réussi parfois par des méthodes épouvantables à faire de nos parents et de nos grands-parents des fatalistes. Or, aujourd'hui, ces générations qu'on a asservies par la peur meurent. Et de nouvelles générations de plus en plus conscientes, intelligentes et assoiffées de dignité émergent. Nos générations veulent prendre à bras le corps la question de la gestion de notre destin, mais aussi celle du deuil de la colonisation car il n'a jamais été fait. Toutes les responsabilités n'ont jamais été établies et si la France a toujours su cacher la poussière sous le tapis, elle doit savoir que nous sommes résolus à soulever ce tapis. Je vous parlerai avec sincérité mais aussi avec une profonde amitié. Je suis, comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid, chassé par une solidarité panafricaine allant de Alger à Rabat, de Luanda à Conakry. C'est cela, l'histoire de notre génération. Aussi, je me refuse à toujours revenir sur les mêmes représentations d'hier. Il y a eu des combats, il y a eu des fautes et des crimes, il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses. Mais j'ai une conviction profonde. Notre responsabilité n'est pas de nous y enferrer. Notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé, mais de vivre l'aventure pleine et entière de cette génération. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je me reconnais dans les voix d'Albert Londres et d'André Gide qui ont dénoncé les milliers de morts du chemin de fer du Congo. Et je n'oublie pas que ces voix, alors, ont été minoritaires en France comme en Europe. Je suis aussi d'une génération qui a été impressionnée par la détermination de la jeunesse burkinabé à défendre, à 2 reprises, et parfois au prix de sa vie, les acquis de la démocratie et de l'état de droit. La présence encore ostentatoire de la France en Afrique ne cadre pas avec ces belles paroles qu'elle nous sert chaque jour. Les bases militaires, les ingérences multiples dans les affaires internes des États africains, les pillages orchestrés par ces multinationales font ressentir aux populations locales et surtout celles jeunes le poids de cette colonisation qu'elles n'auraient jamais connue. Surtout que, s'il faut parler de New Deal, il est impératif de partir sur de nouvelles et surtout sur de bonnes bases. C'est pourquoi il est important de tirer au clair l'histoire de notre passé commun, d'établir et de reconnaître les responsabilités aussi bien pendant qu'après la colonisation. Et la France devrait aussi comprendre qu'aujourd'hui, le temps des élèves de l'Élysée est révolu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tuteurs, mais nous ne sommes pas fermés à des partenariats. Tout Gabonais a 2 patries, le Gabon et puis la France. Quelle était la teneur de vos entretiens avec le président de la République française? J'ai demandé beaucoup de conseils à mon parent et à ses collaborateurs. Quels sont les buts de votre visite? Vous savez, comme je l'ai dit à Libreville, quand un Gabonais arrive en France, et je crois qu'il se croit chez lui, car comme disait le défunt président Lomba, tout Gabon a des partis, à savoir le Gabon et la France. Il n'y a donc pas de raison de penser que ce qui se passe aujourd'hui dans les villes et campagnes africaines serait victimaire. Il s'agit à contrario d'un processus d'évacuation des frustrations passées, comme cela s'est fait chez beaucoup d'autres, chez ceux dont la souveraineté n'est pas qu'un mot, mais aussi un état de fait. Mais vu que la France ne lâche pas du lest, de nombreux pays africains sont contraints de trouver des alliés dans leur bataille. Des alliés, pas des tuteurs. Des alliés, pas des maîtres. J'ai dit des alliés, pas des protecteurs. Car nous ne sommes pas dupes.
ou du moins nous ne le sommes pas assez, pour croire que mettre une quelconque puissance à la place qu'occupe la France changerait quelque chose à notre situation. C'est pourquoi l'objectif reste de recouvrir une souveraineté totale et non de devenir une énième fois la zone d'influence d'une quelconque puissance. Et pourtant, le fait que certaines puissances comme la Chine ou encore la Russie soient des territoires lointains et inconnus qui n'aient pas de passif colonial avec l'Afrique leur confère une certaine apparence charmante et généreuse qui en réalité n'est pas. C'est pourquoi il faut rester vigilant. Il faut faire attention à ne pas s'inféoder de nouveau, car à coup sûr, il y aura des contreparties et peut-être que le prix à payer sera très élevé. J'espère que c'est ce que vous retiendrez de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.